Le 21 octobre 1600, à l'aube, un épais brouillard recouvre la plaine de Sekigahara. Dans cette vallée étroite qui relie l'Est et l'Ouest du Japon, 160 000 samouraïs s'apprêtent à s'entretuer pour déterminer qui gouvernera l'archipel. D'un côté, Tokugawa Ieyasu commande l'armée de l'Est avec 75 000 hommes. De l'autre, Ishida Mitsunari dirige l'armée de l'Ouest forte de 85 000 guerriers. En 6 heures seulement, cette bataille va mettre fin à un siècle de guerre civile et établir un régime qui durera 268. Aucun des combattants présents ce matin-là ne se doute qu'ils vivent les dernières heures de l'époque Sengoku, cette période sanglante où les seigneurs de guerre se battaient sans relâche pour unifier le Japon. La bataille de Sekigahara mérite son surnom japonais, Tenka Wakeme no Kasen, la bataille qui décida de l'avenir du pays, car ce qui se déroule dans cette vallée brumeuse ne ressemble à aucun autre affrontement de l'histoire japonaise. Les deux généraux qui se font face ont des visions opposées de l'avenir du Japon. Ieyasu, patient stratège de 58 ans, a passé sa vie à tisser des alliances et à attendre le moment parfait pour frapper. Mitsunari, bureaucrate brillant mais inexpérimenté militairement, croit encore pouvoir préserver l'héritage de son maître défunt, Toyotomi Hideyoshi. Entre eux, des dizaines de milliers de samouraïs vont mourir pour des loyautés qui basculeront avant même la fin du combat. La particularité terrifiante de Sekigahara réside dans sa rapidité. Contrairement aux sièges interminables qui caractérisent l'époque, cette bataille se déroule comme un drame en accéléré. Les alliances se brisent en quelques minutes, les trahisons se succèdent et des clans entiers changent de camp au cœur du combat. Quand le soleil perce enfin le brouillard vers midi, le destin du Japon est déjà scellé. Ce récit commence 2 ans plus tôt, quand la mort du grand unificateur Toyotomi Hideyoshi plonge le pays dans une crise de succession qui va diviser les plus puissants seigneurs du Japon. Car pour comprendre pourquoi 160 000 hommes s'entretuent dans une vallée perdue, il faut d'abord saisir l'ampleur du vide politique laissé par la disparition du singe. Comme ses ennemis surnommaient Hideyoshi, le 18 septembre 1598, Toyotomi Hideyoshi s'éteint dans son château de Fushimi, près de Kyoto. Cet homme qui a unifié le Japon après des décennies de guerre civile laisse derrière lui un fils de 5 ans, Hideyori, et un système de gouvernement fragile. Hideyoshi savait sa mort proche. Un cancer de l'estomac le rongeait depuis des mois et avait tenté d'organiser la régence de son jeune héritier. Son plan paraissait solide sur le papier. 5 régents, les Go-Tairo, devaient gouverner ensemble jusqu'à la majorité d'Hideyori. Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshiie, Miyemori Terumoto, Ukita Hideye et Uesugi Kagekatsu. 5 commissaires, les Gobugyo, dirigés par Ishida Mitsunari, géraient l'administration quotidienne. Cette double structure visait à équilibrer les pouvoirs entre les généraux et les bureaucrates. Mais Hideyoshi avait sous-estimé l'ambition de Tokugawa Ieyasu. Ce seigneur de 56 ans contrôlait déjà 8 provinces dans l'est du Japon, soit le territoire le plus riche après celui des Toyotomi. Pire encore, Ieyasu possédait quelque chose que ne pouvait revendiquer Hideyoshi, une lignée prestigieuse. Les Tokugawa prétendaient descendre du clan Minamoto, ce qui donnait à Ieyasu la légitimité nécessaire pour briguer le titre de shogun. Hideyoshi, fils de paysan parvenu au sommet par son génie militaire, n'avait jamais pu accéder au shogunat à cause de ses origines modestes. Il avait dû se contenter du titre de Kanpaku, régent impérial. Cette différence de statut social allait jouer un rôle crucial dans les événements à venir, car de nombreux daimyo conservaient un mépris aristocratique pour la famille Toyotomi. Dès la mort d'Hideyoshi, les tensions éclatent au grand jour. Ieyasu quitte discrètement sa résidence de Fushimi pour s'installer dans l'aile ouest du château d'Osaka. Se rapprochant dangereusement du jeune Hideyori, il commence à organiser des mariages politiques entre sa famille et d'autres clans puissants, violant ouvertement les dernières volontés d'Hideyoshi qui interdisaient de telles alliances. Maeda Toshiie, le plus fidèle ami d'Hideyoshi parmi les régents, tente de contenir les ambitions d'Ieyasu. Mais la mort le frappe à son tour en avril 1599, supprimant le dernier obstacle sérieux aux manœuvres du seigneur de l'Est. Avec la disparition de Toshiie, l'équilibre des forces bascule irrémédiablement en faveur d'Ieyasu. Ishida Mitsunari assiste, impuissant à cette prise de pouvoir progressive.
Ce brillant administrateur de 40 ans avait été l'un des plus proches conseillers d'Hideyoshi. Homme intègre mais naïf politiquement, Mitsunari croit encore possible de préserver l'héritage de son maître défunt. Il sous-estime la ruse d'Ieyasu et surestime sa propre popularité parmi les daimyo, car Mitsunari souffre d'un handicap majeur. Il est détesté par les généraux d'Hideyoshi. Ces hommes qui ont conquis le Japon l'épée à la main supportent mal de recevoir des ordres d'un bureaucrate qui n'a jamais mené de bataille. Kato Kiyomasa et Fukushima Masanori, deux des plus célèbres généraux d'Hideyoshi, critiquent ouvertement Mitsunari et ses méthodes administratives. Ieyasu exploite habilement ses rancœurs. Il court les généraux frustrés, leur promettant terres et honneurs s'ils rejoignent son camp. Sa stratégie consiste à retourner les fidèles d'Hideyoshi contre l'héritage politique de leur ancien maître. L'ironie est saisissante. Les hommes qui ont unifié le Japon pour Hideyoshi vont détruire son œuvre pour venger leurs humiliations. En 1599, une tentative d'assassinat contre Ieyasu échoue. Les conjurés, menés par Maeda Toshinaga, espéraient éliminer le régent ambitieux avant qu'il ne devienne trop puissant. Cet échec convainc Ieyasu qu'il doit frapper le premier avant que ses ennemis ne s'organisent mieux. La guerre civile devient inévitable. Tokugawa, Ieyasu et Ishida, Mitsunari incarnent deux conceptions opposées du pouvoir au Japon. Leur personnalité antagoniste et leur parcours différent expliquent l'intensité de leur rivalité qui va embraser tout l'archipel. Ieyasu naît en 1543 sous le nom de Matsudaira Takechiyo, dans une famille de petits seigneurs de la province de Mikawa. Son enfance se déroule sous le signe de la violence et de la trahison typique de l'époque Sengoku. À 6 ans, il devient otage du clan Imagawa, puis passe chez les Oda avant de retourner chez les Imagawa. Cette enfance ballottée entre les ennemis forge son caractère. Ieyasu apprend à survivre, à observer, à attendre le bon moment. Cette patience devient sa marque de fabrique. Contrairement aux guerriers impétueux de son époque, Ieyasu privilégie la stratégie à long terme. Il sait perdre une bataille pour gagner la guerre, reculer pour mieux sauter, flatter un ennemi avant de le poignarder. Sa devise personnelle résume sa philosophie. La vie humaine est comme porter une lourde charge sur un long chemin. Mitsunari présente un profil totalement différent. Né vers 1560 dans une famille de petits propriétaires terriens, il gravit les échelons grâce à son intelligence et sa loyauté envers Hideyoshi. La légende raconte que Hideyoshi le remarqua enfant quand Mitsunari lui servit du thé lors d'un voyage. Impressionné par la délicatesse du garçon, Hideyoshi en fit son page, puis son conseiller. Contrairement à Ieyasu, Mitsunari croit aux idéaux. Il vénère Hideyoshi et considère que préserver l'œuvre de son maître constitue un devoir sacré. Cet idéalisme fait sa force mais aussi sa faiblesse. Il ne comprend pas que la politique se joue souvent dans l'ombre, loin des grands principes affichés. Leur méthode révèle ces différences fondamentales. Ieyasu achète ses alliés par des mariages, des promesses de terre, des pardons accordés aux anciens ennemis. Il comprend que la loyauté s'achète et se mérite. Mitsunari, lui, compte sur l'honneur et le devoir féodal pour rassembler ses troupes. Il croit naïvement que les daimyo respecteront leur serment au clan Toyotomi. Physiquement, les deux hommes s'opposent également. Ieyasu, petit et trapu, souffre d'embonpoint et ne paie pas de mine. Mais ses yeux perçants trahissent une intelligence redoutable. Mitsunari, plus grand et élégant, correspond davantage à l'image du parfait courtisan. Cette apparence trompeuse amènera beaucoup à sous-estimer Ieyasu. Leur fortune militaire illustre leur tempérament. Ieyasu a livré des dizaines de batailles, essuyé des défaites cuisantes, appris de ses erreurs. La bataille de Mimatagawa en 1573 lui coûte 8000 hommes face aux Takeda, mais il en tire les leçons pour ses campagnes futures. Mitsunari n'a jamais commandé d'armée importante. Son expérience militaire se limite à des opérations logistiques pendant les campagnes de Corée. Cette différence d'expérience sera cruciale à Sekigahara. Ieyasu sait que les batailles se gagnent autant par la préparation politique que par la tactique militaire. Il passe des mois à corrompre les généraux adverses, à négocier des trahisons, à isoler Mitsunari. Ce dernier se contente de compter ses soldats et de dessiner des plans de bataille, ignorant que la moitié de son armée a déjà été achetée par l'ennemi. Leur réseau d'alliances reflète également leur philosophie.
Ieyasu s'entoure d'hommes pragmatiques. Honda Tadakatsu, le meilleur général de sa génération. Inaomasa, maître de la cavalerie. Sakai Tadatsugu, expert in fortification. Ses fidèles l'ont suivi depuis des décennies. Liés par l'intérêt mutuel plus que par l'idéologie, Mitsunari rassemble les derniers idéalistes. Otani Yoshitsugu, son ami d'enfance rongé par la lèpre mais fidèle jusqu'à la mort. Konishi Yukinaga, chrétien convaincu prêt au martyre. Shimazu Yoshihiro, vieux lion de Kyushu attaché à l'honneur des anciens. Ces hommes valeureux forment une coalition fragile, unis par le respect du passé mais divisés sur l'avenir. En juillet 1600, quand Ieyasu part vers le nord-est pour châtier le clan Uesugi, Mitsunari croit son heure venue. Il lève l'étendard de la révolte et appelle tous les fidèles des Toyotomi à le rejoindre. Ce faisant, il tombe dans le piège tendu par Ieyasu, qui attendait ce prétexte pour justifier sa propre rébellion. L'été 1600 voit se déployer la phase la plus subtile du conflit, la guerre politique qui précède les combats. Ieyasu révèle tout son génie de manipulateur, tandis que Mitsunari montre ses limites de stratège. La crise commence officiellement en juin 1600, quand Ieyasu exige des explications d'Uesugi Kagekatsu sur ses préparatifs militaires dans la province. Taizu Kagekatsu, l'un des 5 régents, rassemble effectivement des troupes et fortifie ses positions. Son conseiller Naoe Kanetsugu répond avec insolence aux sommations d'Ieyasu, ce qui fournit au seigneur de l'Est le prétexte qu'il cherchait. Ieyasu convoque aussitôt une assemblée des daimyo à Osaka pour organiser une expédition punitive contre les Uesugi. Cette manœuvre brillante le place en position de légitimité. Officiellement, il agit au nom du gouvernement régent pour châtier un rebelle. En réalité, il force ses rivaux à choisir leur camp. Plusieurs daimyo importants répondent à son appel. Date Masamune, le dragon borgne du nord-est. Mogami Yoshiaki, Satake Yoshinobu. D'autres hésitent, cherchant à mesurer le rapport de force avant de s'engager. Cette hésitation même révèle que l'autorité des Toyotomi s'effrite. Le 26 juillet, Ieyasu quitte Fushimi à la tête d'une armée imposante. Il prend soin de laisser son fils Hidetada avec 38 000 hommes pour protéger ses arrières, signe qu'il se méfie de ses alliés restés à l'ouest. Cette précaution se révélera salutaire quand Mitsunari se démasquera. Pendant qu'Ieyasu marche vers l'est, Mitsunari active ses propres réseaux. Il rencontre secrètement Otani Yoshitsugu à Sawayama le 16 août et le convainc de rejoindre sa cause. Yoshitsugu hésite longuement. Il sait que s'opposer à Ieyasu équivaut à un suicide politique, mais sa loyauté envers les Toyotomi l'emporte sur sa raison. Le 17 août, Mitsunari réunit ses principaux alliés au château de Sawayama. Outre Yoshitsugu, il rallie Ankokuji Ekei, un moine guerrier retors, et Mashita Nagamori. Ensemble, ils décident d'approcher Miyameori Terumoto pour lui proposer le commandement en chef de leur coalition. Ce choix révèle la faiblesse politique de Mitsunari. Terumoto dirige le clan le plus puissant de l'Ouest après les Toyotomi, mais c'est un homme indécis, plus préoccupé de préserver ses domaines que de conquérir le pouvoir. En le nommant commandant en chef, Mitsunari espère attirer d'autres daimyo importants, mais il place aussi son mouvement sous l'autorité d'un homme peu fiable. Ieyasu apprend rapidement les menées de Mitsunari grâce à son réseau d'espions. Au lieu de s'alarmer, il jubile. Son ennemi vient de commettre l'erreur qu'il espérait. En se révoltant ouvertement, Mitsunari endosse le rôle du traître à l'autorité légitime. Ieyasu peut désormais retourner vers l'ouest pour écraser cette rébellion au nom de l'ordre établi. Le 1er septembre, Ieyasu apprend officiellement la levée de l'armée de l'Ouest. Sa réaction stupéfie ses généraux par sa rapidité. Dès le lendemain, il ordonne à ses troupes de faire demi-tour vers l'Ouest. Lui-même se rend à Edo pour organiser la riposte, confiant le commandement provisoire de l'armée à ses fidèles lieutenants. Cette volte-face révèle la véritable nature de l'expédition contre les Uesugi. Elle n'était qu'un prétexte pour éloigner Ieyasu d'Osaka et pousser Mitsunari à se découvrir. Le piège fonctionne parfaitement. Kagekatsu, isolé dans son fief du nord-est, ne peut plus aider l'armée de l'ouest. Pendant ce temps, Mitsunari multiplie les erreurs tactiques. Il fait arrêter Tori Mototada, le gouverneur fidèle d'Ieyasu au château de Fushimi, s'aliénant ainsi les généraux qui respectaient ce vétéran. Il menace les familles des daimyo partis avec Ieyasu, créant un ressentiment durable. Pire,
Il échoue à s'emparer rapidement des châteaux stratégiques de l'Est. Ces maladresses permettent à Ieyasu de gagner du temps pour ses propres manœuvres. Depuis Edo, il envoie des émissaires secrets vers les généraux de l'armée de l'Ouest. Son message est simple. Ceux qui le rejoindront avant la bataille seront récompensés, les autres punis. Cette politique de la carotte et du bâton fait des ravages dans les rangs adverses. Kobayakawa Hideaki devient la cible prioritaire de cette corruption. Ce neveu d'Hideyoshi commande des troupes nombreuses et occupe une position stratégique, mais il nourrit une rancune profonde contre Mitsunari depuis que ce dernier l'a fait disgracier en 1598. Ieyasu exploite habilement cette rancœur, promettant à Hideaki une restauration complète s'il change de camp. D'autres généraux font l'objet de négociations similaires. Kikawa Hiroi, cousin de Miliemori Terumoto, accepte secrètement de neutraliser les 16 000 hommes du clan Miliemori pendant la bataille. Wakesaka Yasuharu, Ogawa Suketada et plusieurs autres commandants concluent des accords secrets avec les émissaires d'Ieyasu. Ces trahisons préparées dans l'ombre expliquent la rapidité de la bataille de Sekigahara. Quand les deux armées se feront face, la moitié de l'armée de l'Ouest aura déjà été neutralisée par la corruption d'Ieyasu. Mitsunari l'ignore encore, mais il commande déjà une armée fantôme. Début octobre 1600, les deux armées convergent vers la province de Mino, théâtre choisi pour l'affrontement final. Chaque camp applique sa stratégie. Mitsunari cherche à attirer Ieyasu dans un piège défensif, tandis que ce dernier force la bataille pour exploiter ses trahisons préparées. L'armée de l'Ouest se concentre d'abord autour du château d'Ogaki, position forte qui contrôle les routes menant vers Kyoto et Osaka. Mitsunari espère contraindre Ieyasu à un siège coûteux, permettant au renfort de Terumoto et Hideyori d'arriver d'Osaka. Cette stratégie défensive correspond à ses capacités. En tant qu'administrateur, il excelle dans l'organisation logistique des sièges prolongés. Mais Ieyasu refuse de se laisser enfermer dans ce plan. Ses éclaireurs lui rapportent les positions ennemies et révèlent les faiblesses de la coalition adverse. Beaucoup de daimyo de l'Ouest restent passifs, attendant de voir tourner les événements avant de s'engager. Cette attente joue en faveur d'Ieyasu, qui dispose de troupes plus motivées et disciplinées. Le 14 octobre, un incident change la donne. Ieyasu fait arrêter et exécuter plusieurs émissaires de Mitsunari qui tentaient de corrompre ses propres généraux. Cette provocation délibérée vise à pousser l'armée de l'Ouest à abandonner ses positions défensives pour livrer bataille en rase campagne, où la supériorité tactique d'Ieyasu pourra s'exprimer. Mitsunari mord à l'hameçon. Furieux de l'exécution de ses agents, il ordonne à ses troupes de quitter Ogaki pour marcher sur l'ennemi. Cette décision désastreuse abandonne l'avantage défensif que possédait l'armée de l'Ouest. Pire, elle divise ses forces en plusieurs colonnes qui ne peuvent plus se soutenir mutuellement. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, l'armée de l'Ouest prend position dans la plaine de Sekigahara. Mitsunari choisit ce lieu parce qu'il contrôle le passage entre les montagnes, obligeant Ieyasu à l'affronter de front. Mais il ignore que ses propres généraux ont déjà vendu leurs services à l'ennemi. La disposition des troupes révèle les faiblesses de la coalition de Mitsunari. Au centre, Ukita Hideye commande le gros de l'armée avec 17 000 hommes loyaux. À sa droite, Shimazu Yoshihiro aligne 1500 samouraïs d'élite de Kyushu. À gauche, Otani Yoshitsugu, déjà rongé par la maladie, déploie ses 6000 fidèles. Mais les positions cruciales échappent au contrôle de Mitsunari. Kobayakawa Hideaki s'installe sur le mont Matsuo avec 15 000 hommes, dominant le flanc gauche de l'armée. Officiellement, il doit fondre sur l'armée de l'Est au signal de Mitsunari. En réalité, il attend l'occasion de trahir son commandant. Sur le mont Nangu, Miliemori Hidemoto aligne 15 000 guerriers du clan Miliemori, théoriquement prêts à prendre l'armée de l'Est à revers. Mais Kikawa Hiroi, qui commande l'avant-garde, a secrètement promis à Ieyasu de neutraliser ses forces. Les 16 000 hommes les plus expérimentés de l'armée de l'Ouest ne participeront donc pas au combat. Face à cette disposition en croissant, Ieyasu aligne ses troupes dans la vallée. Sa formation reflète sa confiance. Au lieu de chercher une position défensive, il déploie ses forces pour l'attaque. Au centre, Inaomasa commande l'avant-garde avec ses fameux Diables Rouges, cavaliers d'élite reconnaissables à leurs armures vermillon. À droite, Ieyasu,
Kuroda Nagamasa et Hosokawa Tadaoki alignent leurs contingents. À gauche, Date Masamune étale ses bannières dorées, signal de ralliement pour tout l'est du Japon. Derrière, Ieyasu garde en réserve ses troupes les plus fidèles, les Hatamoto. Garde du corps héréditaire du clan Tokugawa, l'artillerie constitue l'atout secret d'Ieyasu. Ses agents ont récupéré 18 canons sur le navire hollandais Liefde, échoué au Japon l'année précédente. Ces pièces, supérieures à tout ce que possède l'armée de l'Ouest, vont créer la surprise au début de la bataille. Les effectifs réels révèlent l'ampleur de la corruption organisée par Ieyasu. Sur le papier, l'armée de l'Ouest aligne 85 000 hommes contre 75 000 à l'Est. Mais les trahisons préparées neutralisent près de 40 000 soldats occidentaux avant même le début des combats. Mitsunari ne commande plus réellement que 45 000 guerriers fiables. Cette disproportion cachée explique l'optimisme d'Ieyasu quand il aperçoit les positions ennemies au lever du jour. Il sait que la bataille est déjà gagnée politiquement. Il ne reste plus qu'à la gagner militairement. Ce qui ne devrait prendre que quelques heures avec de tels avantages. À l'aube du 21 octobre 1600, les deux armées se font face dans la brume matinale. Aucun des simples soldats ne connaît les tractations secrètes qui ont miné l'armée de l'Ouest. Ils vont découvrir avec stupeur que leurs alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Le 21 octobre 1600, vers 8 heures du matin, le brouillard commence à se lever sur la plaine de Sekigahara. Dans cette vallée de 3 kilomètres de long, 160 000 samouraïs découvrent l'ampleur de l'affrontement qui les attend. Pour beaucoup, ce sera leur dernière vision du monde. Ishida Mitsunari observe l'armée de l'Est depuis sa position centrale. Il sent la confiance l'abandonner peu à peu. Ses émissaires lui rapportent que plusieurs de ses généraux restent étrangement silencieux, ignorant ses ordres de préparation. Kobayakawa Hideaki n'a donné aucun signe de vie depuis l'aube. Les milliers moris demeurent immobiles sur leurs montagnes. Face à lui, Tokugawa Ieyasu affiche une sérénité qui impressionne ses propres généraux. À 58 ans, le vieux renard de l'Est sait que cette bataille couronne 50 années de manœuvres politiques. Il a corrompu ses ennemis, isolé Mitsunari, choisi le terrain de l'affrontement. Victory seems certain, but he still needs to win it with sword and spear. La bataille s'ouvre par un incident qui révèle les tensions dans l'armée de l'Est. Naomasa, commandant de l'avant-garde, décide d'attaquer sans attendre l'ordre d'Ieyasu. Ces diables rouges chargent vers les positions de Ukita Hidei, forçant toute l'armée à s'ébranler. Cette insubordination calculée vise à s'assurer l'honneur du premier sang, privilège crucial dans la hiérarchie samouraï Fukushima Masanori. Furieux de se voir ravir la priorité par Naomasa, lance aussitôt ses propres troupes à l'assaut. Cette rivalité entre généraux de l'Est, potentiellement dangereuse, tourne à l'avantage d'Ieyasu. L'attaque simultanée sur 2 points déstabilise immédiatement l'armée de l'Ouest. Les soldats de Ukita Hidei, pris sous un feu croisé, résistent avec acharnement. Ces hommes, fidèles au clan Toyotomi depuis 3 générations, se battent avec l'énergie du désespoir. Leur résistance inattendue stoppe net l'offensive de l'Est et redonne espoir à Mitsunari. Encouragé par cette première résistance, Mitsunari ordonne une contre-attaque générale. Konishi Yukinaga, chrétien fervent qui préfère mourir que de céder, mène ses troupes contre les positions de Kuroda Nagamasa. Le choc est violent. Les 2 formations s'entremêlent dans un corps-à-corps sanglant qui dure plus d'1 heure. Pendant ce temps, l'artillerie d'Ieyasu entre en action. Les canons hollandais ouvrent le feu sur les masses compactes de l'armée de l'Ouest, créant des trouées sanglantes dans leurs rangs. Ce déluge de fer, inconnu des guerriers japonais habitués au combat d'homme à homme, sème la panique parmi les recrues les moins expérimentés. Mais l'armée de l'Ouest riposte avec ses propres atouts. Shimazu Yoshihiro, vétéran de 65 ans, ordonne à ses arquebusiers de Kyushu de riposter. Ces tireurs d'élite, entraînés dans les guerres civiles du Sud, font des ravages dans les rangs ennemis par la précision de leurs tirs. Vers 10 heures, la bataille semble tourner en faveur de l'Ouest. Les hommes de Ukita repoussent la première vague d'assaut et menacent de percer le centre ennemi. Konishi tient bon face à Kuroda, neutralisant un tiers de l'armée de l'Est. Otani Yoshitsugu, malgré sa maladie, galvanise ses troupes par son exemple personnel. Mitsunari croit alors que sa stratégie défensive va payer.
Il fait allumer le feu de signal destiné à déclencher l'attaque des forces postées sur les montagnes. C'est le moment crucial où les 30 000 hommes de Kobayakawa et des milliers Myori doivent fondre sur les flancs de l'armée de l'Est pour l'écraser définitivement, mais rien ne se passe. Sur le mont Matsuo, Kobayakawa Hideaki observe les combats sans bouger. Ses officiers l'interrogent du regard. Pourquoi n'obéit-il pas au signal de Mitsunari? Hideaki reste muet, le visage fermé, les mains crispées sur son sabre. Il sait que l'heure de la trahison approche, mais hésite encore sur le moment opportun. Sur le mont Nangu, Kikawa Hiroi retient physiquement Miyemori Hidemoto, qui veut porter secours à ses alliés. « Les Tokugawa ont promis de nous épargner si nous restons neutres », explique-t-il à son cousin. « Notre clan survivra à cette guerre seulement si nous ne choisissons pas le mauvais camp. » Cette neutralité forcée condamne l'armée de l'Ouest. Sans le renfort des troupes de montagne, Mitsunari ne peut exploiter ses premiers succès. Pire, l'immobilité de ses alliés démoralise ses propres soldats qui comprennent qu'ils ont été abandonnés. Ieyasu perçoit le moment de flottement chez ses ennemis. Il ordonne une seconde vague d'assaut, plus massive que la première. Honda Tadakatsu, surnommé le samouraï des samouraïs, mène personnellement la charge de la cavalerie. À 53 ans, ce géant invincible frappe comme la foudre au cœur des lignes adverses. La mêlée devient générale. Dans la poussière et la fumée des arquebuses, les formations se disloquent en duels individuels. Les bannières s'en mêlent, les cris de guerre se mélangent, le sang abreuve la terre de Sekigahara. Pour les témoins, l'enfer s'est ouvert dans cette vallée maudite. Mais le véritable tournant approche. Vers 11 heures, Kobayakawa Hideaki reçoit un ultimatum d'Ieyasu, rejoindre immédiatement l'armée de l'Est ou subir les conséquences. Pour appuyer ce message, plusieurs arquebuses tirent des balles d'avertissement vers les positions de Hideaki. Le signal est clair, l'heure du choix définitif a sonné. Vers midi, au plus fort de la bataille, Kobayakawa Hideaki prend la décision qui va sceller le destin du Japon. Depuis 3 heures, il observe du mont Matsuo l'affrontement qui fait rage dans la vallée, refusant d'obéir aux signaux répétés de Mitsunari. Maintenant, sous la pression des tirs d'avertissement d'Ieyasu, il doit choisir son camp définitivement. Hideaki ordonne à ses 15 000 hommes de descendre de la montagne. Ses lieutenants croient enfin qu'il va secourir l'armée de l'Ouest, mais le jeune général de 23 ans a pris une décision différente. Au lieu d'attaquer les flancs de l'armée de l'Est, il dirige ses troupes vers les positions d'Otani Yoshitsugu, son allié officiel. Cette trahison stupéfie les combattants des deux camps. Les soldats d'Otani voient avec horreur leurs alliés les charger l'épée au clair. Yoshitsugu lui-même, malgré sa lèpre qui l'a rendu presque aveugle, comprend immédiatement ce qui se passe. « Hideaki a vendu son âme », murmure-t-il à ses officiers. « Nous allons mourir ici, mais nous mourrons fidèles. » L'attaque de Kobayakawa déferle comme un raz-de-marée sur le flanc gauche de l'armée de l'Ouest. Les hommes d'Otani, pris entre deux feux, tentent désespérément de faire front sur 2 directions. Mais ils sont submergés par le nombre et la surprise. En quelques minutes, leur formation se disloque sous la poussée combinée de Kobayakawa et des troupes de Todo Takatora. Otani Yoshitsugu meurt dans la mêlée, tué d'un coup de lance alors qu'il tentait de rallier ses hommes. Sa mort symbolise la fin des idéalistes dans cette guerre. L'homme qui avait choisi l'honneur plutôt qu'eux. L'intérêt paye de sa vie sa fidélité au Toyotomi. La trahison de Kobayakawa déclenche une réaction en chaîne qui pulvérise l'armée de l'Ouest. Wakisaka Yasuharu, qui commandait l'aile droite près de Shimazu, change à son tour de camp et attaque ses anciens alliés. Ogawa Suketada et Akazana Oyasu suivent son exemple, transformant la bataille en gigantesque mêlée où personne ne sait plus qui combat qui. Ces défections en série ne doivent rien au hasard. Elles résultent des négociations secrètes menées par Ieyasu dans les semaines précédentes. Chaque traître a reçu des promesses précises de terres et d'honneur s'il change de camp au bon moment. La bataille de Sekigahara révèle ainsi que la guerre moderne se gagne autant dans les salons que sur les champs de bataille. Mitsunari assiste, impuissant, à l'effondrement de son armée. Du centre où il commande ses derniers fidèles, il voit ses alliés se retourner contre lui les uns après les autres. Sa formation, déjà ébranlée par les charges répétées de l'armée de l'Est, ne peut résister à cette hémorragie de trahison. Tsukita Hidei, qui résistait héroïquement depuis le matin,
comprend que la bataille est perdue. Ces 17 000 hommes, encerclés de toutes parts, se battent maintenant pour leur survie plutôt que pour la victoire. Beaucoup jettent leurs armes et fuient vers les montagnes, espérant échapper au massacre qui s'annonce. Shimazu Yoshihiro refuse de céder à la panique. Ce vétéran de 65 ans a survécu à toutes les guerres de son époque en ne reculant jamais devant l'ennemi. Quand ses officiers lui conseillent la retraite, il répond par sa devise « Un homme ne doit pas montrer son dos à l'ennemi, même dans la mort ». Mais même le courage légendaire des Shimazu ne peut inverser le cours de la bataille. Isolés au milieu d'ennemis de plus en plus nombreux, les guerriers de Kyushu se voient contraints de battre en retraite pour éviter l'anéantissement total. Yoshihiro organise une retraite héroïque, chargeant personnellement à travers les lignes ennemies pour ouvrir un passage à ses hommes. Cette charge désespérée impressionne même les vainqueurs. Inaomasa, qui tente d'intercepter Shimazu, reçoit une balle d'arquebuse et doit abandonner la poursuite. Le vieux lion de Kyushu parvient à s'échapper avec une poignée de survivants, mais au prix de pertes terribles. Son fils aîné et son neveu meurent dans la retraite. Pendant ce temps, sur le mont Nangu, Miyemori démotorage de devoir rester immobile. Il voit l'armée de l'Ouest s'effondrer sans pouvoir intervenir, retenu par son cousin Kikawa Hiroi, qui a promis la neutralité au Tokugawa. Cette neutralité forcée sauve le clan Miyemori de la destruction, mais au prix de leur honneur. Vers 13 heures, la résistance organisée de l'armée de l'Ouest s'effondre. Mitsunari, comprenant que tout est perdu, ordonne la retraite générale. Mais il est trop tard. Ces fuyards se heurtent aux troupes de Kobayakawa qui contrôlent maintenant les routes de retraite. Beaucoup de soldats occidentaux sont massacrés dans leur fuite, transformant la défaite en déroute. Konishi Yukinaga, le général chrétien qui s'est battu avec acharnement tout au long de la matinée, pose finalement les armes. Entouré d'ennemis, blessé à plusieurs endroits, il préfère se rendre plutôt que de commettre seppuku, son christianisme lui interdisant le suicide. Cette reddition marque symboliquement la fin de la résistance occidentale. À 14 heures, Tokugawa Ieyasu peut proclamer sa victoire. En 6 heures de combat, il a détruit la coalition adverse et éliminé tous ses rivaux sérieux pour le contrôle du Japon. Le prix de cette victoire, environ 40 000 morts ou blessés, faisant de Sekigahara l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire japonaise avant l'ère moderne. Mais pour Ieyasu, ce bain de sang n'est qu'un prélude. Il lui reste maintenant à capturer les chefs de la rébellion et à réorganiser le Japon selon ses vues. La véritable conquête du pouvoir ne fait que commencer. Les heures qui suivent la victoire d'Ieyasu révèlent la brutalité du nouveau maître du Japon. Contrairement aux usages chevaleresques, le seigneur de l'Est ne fait pas preuve de clémence envers les vaincus. Sa vengeance méthodique vise à éliminer définitivement toute opposition à son règne. La chasse aux fuyards commence immédiatement. Ishida Mitsunari, blessé et épuisé, tente de gagner les montagnes avec une poignée de fidèles. Mais les paysans de la région, acquis au Tokugawa par des promesses de récompense, le dénoncent rapidement. 3 jours après la bataille, des soldats d'Ieyasu l'arrêtent dans un village où il mendiait de la nourriture. L'arrestation de Mitsunari marque symboliquement la fin de l'ancienne époque. Cet homme qui incarnait les idéaux du gouvernement Toyotomi se retrouve traîné devant ses anciens subordonnés, désormais ralliés aux vainqueurs. L'ironie est cruelle. Beaucoup de ses geôliers l'ont servi fidèlement avant de le trahir à Sekigahara. Konishi Yukinaga partage le sort de Mitsunari. Ce général chrétien, capturé sur le champ de bataille, refuse de renier sa foi malgré les tortures. Son christianisme lui interdit le suicide honorable, mais lui donne la force d'affronter l'exécution avec sérénité. Pour Ieyasu, éliminer Konishi permet aussi de montrer sa méfiance envers l'influence occidentale au Japon. Le sort d'Ankokuji Ekei illustre la duplicité de l'époque. Ce moine guerrier qui avait négocié secrètement avec les deux camps espérait obtenir son pardon en révélant les plans de Mitsunari. Mais Ieyasu, qui méprise les traîtres même quand ils le servent, ordonne son exécution pour l'exemple. Le 29 octobre, les 3 chefs de l'armée de l'Ouest sont conduits à Kyoto pour y être décapités publiquement. Cette exécution spectaculaire vise à impressionner la population et à dissuader toute velléité de résistance. Les têtes, exposées au pont de Sanjo, rappellent à tous que l'époque des guerres civiles est révolue.
pendant que les chefs expient leurs crimes. Ieyasu s'empare des châteaux occidentaux les uns après les autres. Sawayama, fief de Mitsunari, tombe le 22 octobre après que la famille du général eut été massacrée. Ogaki capitule sans résistance le 30 octobre. En quelques jours, toute la structure défensive de l'Ouest s'effondre. Cette conquête s'accompagne d'une redistribution massive des terres. Ieyasu confisque les domaines de 93 daimyo qui ont soutenu l'armée de l'Ouest, soit environ 6 millions de koku, unité de mesure agricole équivalent à 180 litres de riz. Cette fortune colossale lui permet de récompenser ses alliés et d'acheter de nouvelles fidélités. Les bénéficiaires de ces redistributions révèlent la logique politique d'Ieyasu. Kobayakawa Hideaki, le traître de Sekigahara, reçoit 520 000 koku en récompense de sa trahison. Ce cadeau empoisonné fait de lui un symbole vivant de l'opportunisme, détruit sa réputation et isole son clan des autres daimyo. Curieusement, Ieyasu récompense modérément ses plus fidèles lieutenants. Honda Tadakatsu, Inaomasa et Sakakibara Yasumasa, ces 4 rois célestes, ne reçoivent que des augmentations symboliques. Cette parcimonie apparente cache un calcul. Ces hommes lui sont déjà totalement dévoués et n'ont pas besoin d'être achetés. À l'inverse, les nouveaux ralliés bénéficient de générosité spectaculaire. Date Masamune voit ses revenus doubler, passant de 580 000 à 620 000 koku. Kuroda Nagamasa reçoit tout le Kyushu du Nord. Ses largesses visent à consolider les ralliements de dernière minute et à diviser l'ancienne opposition. La tragédie des vaincus dépasse les seules confiscations territoriales. Familles entières disparaissent dans la tourmente. Épouses, enfants et serviteurs des rebelles subissent la vengeance collective. Cette brutalité exceptionnelle même pour l'époque témoigne de la volonté d'Ieyasu d'éradiquer définitivement toute opposition. Certains clans échappent néanmoins au massacre grâce à leurs négociations préalables. Les Miliemori conservent leurs domaines principaux en récompense de leur neutralité, mais perdent la moitié de leurs revenus en guise d'avertissement. Cette clémence calculée montre qu'Ieyasu préfère la soumission à l'extermination quand c'est possible. Le cas des Shimazu illustre la complexité de la situation. Shimazu Yoshihiro, qui s'est battu courageusement mais en vain, s'attend à perdre tous ses domaines de Kyushu. Mais Ieyasu, impressionné par sa bravoure et conscient des difficultés qu'entraînerait une conquête de cette île rebelle, préfère négocier. Les Shimazu conservent finalement leurs terres en échange d'une soumission formelle. Cette politique mélange habilement fermeté et pragmatisme. En exterminant les chefs irréductibles tout en pardonnant aux repentis, Ieyasu divise ses ennemis et décourage la résistance. Chaque daimyo comprend qu'il peut survivre à condition d'accepter le nouveau régime sans réserve. En décembre 1600, 3 mois après Sekigahara, Ieyasu contrôle effectivement tout le Japon, mais il lui reste encore à légitimer son pouvoir et à éliminer la dernière menace, le jeune Toyotomi Hideyori, héritier nominal du régime défunt. Cette tâche lui prendra encore 15 ans et culminera avec le siège d'Osaka en 1675. La victoire de Sekigahara ne fait de Tokugawa Ieyasu que le maître de fait du Japon. Pour transformer sa domination militaire en légitimité politique, il doit encore obtenir la reconnaissance officielle de l'empereur et éliminer les derniers obstacles à son règne. Cette phase de consolidation révèle toute sa subtilité de manœuvrier politique. Le 15 février 1603, l'empereur Go-Yōzei nomme officiellement Ieyasu au titre de shogun généralissime des armées impériales. Cette investiture, négociée depuis des mois, consacre le triomphe du seigneur de l'Est. À 60 ans, après 40 années de luttes incessantes, il atteint enfin le sommet du pouvoir japonais. Cette nomination s'appuie sur la prétention généalogique des Tokugawa à descendre du clan Minamoto. Vrai ou fausse, cette ascendance offre à Ieyasu la légitimité aristocratique nécessaire pour briguer le shogunat. Contrairement à Hideyoshi, roturier de naissance, il peut revendiquer le droit héréditaire de commander aux guerriers. L'établissement du Bakufu, gouvernement shogunal, à Edo marque une rupture avec les pratiques antérieures. Au lieu de s'installer à Kyoto, près de l'empereur, ou à Osaka, dans l'ancien château d'Hideyoshi, Ieyasu choisit sa ville provinciale comme capitale. Cette décision révèle sa volonté de créer un pouvoir totalement nouveau, indépendant des anciennes structures.
Edo devient rapidement un gigantesque chantier. Ieyasu mobilise des dizaines de milliers d'ouvriers pour transformer ce bourg de pêcheurs en métropole digne d'un shogun. Le château, les quartiers administratifs, les résidences des daimyo sortent de terre en quelques années. Cette construction frénétique symbolise la naissance d'un Japon nouveau. La première réforme d'Ieyasu concerne le statut des daimyo. Il divise ses seigneurs territoriaux en deux catégories distinctes, les Fudai, alliés héréditaires des Tokugawa, et les Tozama, anciens ennemis ralliés après Sekigahara. Cette distinction détermine leurs droits politiques et leurs possibilités d'avancement dans la hiérarchie shogunale. Les daimyo Fudai, bien que disposant souvent de petits domaines, occupent tous les postes importants du gouvernement. Ils contrôlent les routes stratégiques, commandent les garnisons vitales, gèrent l'administration centrale. Cette monopolisation du pouvoir réel garantit la fidélité du système au Tokugawa. À l'inverse, les daimyo Tozama, malgré leur vaste territoire et leurs importantes ressources, se voient exclus des responsabilités politiques majeures. Cantonnés à la gestion de leur fief, ils ne peuvent influencer les décisions nationales. Cette frustration calculée les maintient dans une opposition stérile mais contrôlée. Le système du Sankin Kotai, résidence alternée obligatoire, complète ce dispositif de contrôle. Chaque daimyo doit passer une année sur deux à Edo, laissant sa famille en permanence dans la capitale comme otage. Cette contrainte ruineuse limite leurs moyens financiers tout en facilitant leur surveillance. L'architecture même d'Edo reflète cette obsession sécuritaire. Le château des Tokugawa occupe le centre géographique de la ville, entouré de cercles concentriques où se répartissent les résidences selon la proximité politique de leurs propriétaires. Les plus fidèles logent près du pouvoir, les suspects en périphérie. Cette organisation révèle le génie organisationnel d'Ieyasu. Contrairement au shogun précédent qui gouvernait par la seule force militaire, il crée un système institutionnel durable. Chaque élément, géographique, social, économique, concourt à maintenir l'hégémonie des Tokugawa sur leurs rivaux. La politique religieuse illustre cette méthode. Au lieu d'interdire brutalement le christianisme, Ieyasu commence par l'encadrer strictement. Il ferme les ports aux missionnaires, contrôle les conversions, surveille les communautés chrétiennes. Cette progression graduelle évite les soulèvements, tout en préparant l'interdiction totale. L'économie fait l'objet d'attentions similaires. Ieyasu unifie le système monétaire, standardise les poids et mesures, développe les routes commerciales. Ces réformes techniques facilitent les échanges, mais renforcent aussi le contrôle gouvernemental sur l'activité économique. Le sort de Toyotomi Hideyori révèle la patience implacable d'Ieyasu. Au lieu d'éliminer immédiatement ce rival potentiel, il l'isole progressivement, tout en affichant une bienveillance trompeuse. Le mariage d'Hideyori avec sa petite-fille Senime semble sceller la réconciliation, mais prépare en réalité l'étranglement du clan. Toyotomi, cette stratégie porte ses fruits en 1614 quand Ieyasu trouve enfin le prétexte pour attaquer Osaka. L'inscription d'une cloche bouddhiste, interprétée comme une malédiction contre les Tokugawa, déclenche la crise finale. En deux campagnes, 1614-1615, les derniers Toyotomi disparaissent, éliminant définitivement cette menace dynastique. Avec la chute d'Osaka, Ieyasu parachève l'œuvre commencée à Sekigahara. Le Japon entre dans l'époque d'Edo, caractérisée par une paix intérieure de 250 ans. Cette stabilité exceptionnelle, fruit des institutions créées par le vainqueur de Sekigahara, transforme radicalement la société japonaise. La bataille de Sekigahara ne constitue qu'un moment dans l'histoire japonaise, mais ses conséquences façonnent l'archipel pendant 2 siècles et demi. L'ordre établi par Tokugawa Ieyasu survit à tous les défis intérieurs et résiste aux pressions extérieures jusqu'à l'arrivée du commodore Perry en 1853. Cette longévité exceptionnelle témoigne de la profondeur des transformations initiées par le vainqueur de 1600. L'isolement du Japon, politiquement formalisé en 1633 par les édits de Sakoku, découle directement des leçons de Sekigahara. Ieyasu comprend que les influences étrangères, notamment le christianisme, divisent les élites japonaises et fragilisent l'unité nationale. Enfermant l'archipel aux missionnaires et aux marchands européens, ses successeurs préservent l'homogénéité culturelle nécessaire à la stabilité politique.
cette fermeture ne signifie pas pour autant un arrêt du développement. Privé des guerres extérieures qui épuisaient ses ressources, le Japon Tokugawa connaît une prospérité économique remarquable. L'agriculture se modernise, l'artisanat se perfectionne, les villes se développent. Edo devient au XVIIIe siècle la plus grande métropole mondiale avec plus d'1 million d'habitants. La culture japonaise atteint également des sommets inédits durant cette période de paix. Le théâtre kabuki, l'art de l'estampe, la littérature populaire s'épanouissent dans un contexte pacifié. Des génies comme Chikamatsu, Hokusai ou Basho créent des œuvres qui influencent encore l'art contemporain. Cette renaissance culturelle n'aurait pas été possible sans la stabilité née de Sekigahara. Paradoxalement, cette réussite même prépare la chute du système Tokugawa. L'enrichissement des marchands remet en question la hiérarchie sociale fondée sur la prééminence des guerriers. L'urbanisation affaiblit l'économie rurale qui constitue la base du pouvoir des daimyo. Le développement intellectuel produit des penseurs qui critiquent l'ordre établi. Vers 1800, ces contradictions internes fragilisent le régime. Les finances shogunales s'effondrent sous le poids des dépenses administratives. Les daimyo s'endettent auprès des marchands qu'ils méprisent officiellement. Les paysans se révoltent contre la fiscalité excessive. L'édifice construit par Ieyasu se lézarde de toutes parts. L'arrivée des navires noirs américains en 1853 révèle ses faiblesses au grand jour. Le shogunat, incapable de résister militairement aux puissances occidentales, doit accepter l'ouverture forcée du pays. Cette humiliation nationale discrédite définitivement un régime qui promettait la sécurité en échange de la soumission. La révolution de Meiji, 1868, balaye les derniers vestiges de l'ordre Tokugawa. L'empereur retrouve officiellement le pouvoir politique, les daimyo perdent leurs privilèges, la hiérarchie sociale traditionnelle s'effondre. En quelques années, le Japon se métamorphose en nation moderne, abandonnant l'héritage de Sekigahara pour embrasser la modernité occidentale. Pourtant, certains éléments du système d'Ieyasu survivent à cette révolution. L'autorité centralisée, la discipline sociale, l'efficacité administrative caractérisent encore le Japon contemporain. L'esprit de sacrifice collectif qui permet aux Japonais de surmonter les catastrophes naturelles et économiques puise ses racines dans la culture forgée pendant l'époque d'Edo. L'analyse moderne de Sekigahara révèle la modernité de cette bataille. Contrairement aux affrontements médiévaux décidés par la bravoure individuelle, cette victoire résulte d'une stratégie globale mêlant guerre psychologique, corruption politique et manœuvres diplomatiques. Ieyasu anticipe les méthodes de la guerre moderne en comprenant que les batailles se gagnent autant en amont qu'au moment du combat. Cette dimension politique explique pourquoi Sekigahara fascine encore les stratèges contemporains. Les leçons de cette bataille, importance des alliances, nécessité de la préparation, rôle de l'information, restent d'actualité dans le monde des affaires et de la géopolitique moderne. Sun Tzu affirme que la suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Ieyasu illustre parfaitement ce principe en neutralisant la moitié de l'armée adverse avant même l'engagement. L'héritage de Sekigahara dépasse donc largement l'histoire militaire japonaise. Cette bataille marque l'émergence d'une nouvelle conception du pouvoir, fondée sur l'organisation rationnelle plutôt que sur la seule force brutale. Le système politique né de cette victoire influence profondément l'évolution du Japon et contribue à forger l'identité nationale contemporaine. Aujourd'hui encore, les Japonais visitent le champ de bataille de Sekigahara pour méditer sur ce moment fondateur de leur histoire. Ils y trouvent les racines de leur capacité collective à surmonter les crises, cette résilience qui leur permet de se relever des tremblements de terre, des tsunamis et des défaites militaires. L'esprit de Sekigahara, forgé dans la tragédie et le sang, continue d'inspirer une nation qui a su transformer ses traumatismes en force de renaissance. En 6 heures, le 21 octobre 1600, 160 000 samouraïs ont effectivement décidé du destin du Japon. Mais cette décision résonne encore aujourd'hui dans l'âme de l'archipel. 4 siècles après que la brume se soit levée sur la plaine de Sekigahara pour révéler un monde nouveau. Quand Tokugawa Ieyasu meurt en 1616, 16 ans après sa victoire, il laisse un Japon transformé. Le vieil homme de 73 ans a tenu sa promesse. Mettre fin aux guerres civiles qui ensanglantaient l'archipel depuis un siècle.
Déifié après sa mort sous le nom de Tosho Daigongen, grande divinité illuminant l'Orient, il devient le fondateur mythique d'un ordre qui survivra jusqu'à l'ère moderne. Sekigahara reste dans la mémoire collective japonaise comme le symbole de l'ambition, de la trahison et du prix de la paix. Cette bataille rappelle que l'histoire se forge souvent en quelques heures décisives, quand le destin de millions d'hommes bascule sous le brouillard matinal d'une vallée perdue, et que derrière chaque grand changement se cachent des hommes qui ont su choisir le bon moment pour frapper, mentir ou mourir fidèlement à leurs idéaux.